Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Le maître de l'économie que vous êtes ne s'est jamais, paradoxalement, jamais économisé. Vous dormez peu et conservez un regard toujours en éveil sur un monde de demain, le seul qui vous intéresse vraiment. Vous avez créé à Cannes un festival résolument positif et pas seulement pour compenser une technologie que le cinéma utilisait avant l'arrivée du numérique. Bonjour Jacques Attali. Bonjour Jacques. Je suis ravi de vous accueillir, vous êtes tellement débordé que vous accueillir c'est vraiment une heure comme ça. Parce que vous n'arrêtez jamais. Personne n'arrête jamais. Oui, mais vous battez vos records. Alors, il y a ce festival du cinéma positif qui débute demain à Cannes, donc on en parlera tranquillement tout à l'heure. Mais on va revenir sur votre parcours à travers des dates clés. C'est le principe des clés d'une vie sur Sud Radio. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 8 juin 1972. Si ça ne vous dit rien, écoutez ce générique, Jacques Attali. Italique, avec Marc Gilbert. Ça vous dit quelque chose ? Oui, ça doit être une des premières émissions littéraires à laquelle j'ai participé. La première émission de télé où vous êtes un jeune économiste et vous commentez la croissance française et l'histoire économique de la France d'Alfred Sauvy. Vous en souvenez ? Je me souviens très bien de ce générique, et en particulier du générique Image, qui était un dessin de Follon, et je me souviens de Marc Gilbert. Et je ne me souviens pas de l'émission. Vous commentiez, vous étiez tout timide, en train de commenter l'économie. Vous n'avez même pas fait encore votre premier livre, et vous étiez entre Boileau-Narcejac, auteur de romans policiers, Michel Polac, déjà polémiste, et Jacqueline Monsigny, romancière. Je vois maintenant. Et il y a une véritable timidité, on sent la passion, mais vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de vous à cette époque-là. Vous êtes encore non, je ne crois pas que je sois timide, non. Je crois qu'à cette époque, j'étais réservé, comme je le suis toujours, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit. Mais j'étais réservé. Non, timide, non. Ça n'a jamais été... C'est une qualité, mais que je n'ai jamais eue. Et cette émission de Marc Gilbert, ça a été le premier talk-show à l'américaine de la littérature, juste avant Apostrophe. Et ça a duré 3 ans, justement, avant Bernard Pivot. Alors, vous êtes né à Alger, et votre père est très important parce qu'il a été autodidacte, je crois, Simon, votre père, Jacques Attali. Mon père et ma mère, oui, étaient autodidactes, au sens où ils ont arrêté très jeunes leurs études, faute de moyens financiers. Et tous les deux, en effet, ont appris beaucoup de choses seuls par la passion de lire. Et aussi la passion du métier. Je crois que votre père a réussi parfaitement sa vie grâce à la parfumerie, Jacques Attali. Mon père était parfumeur. Est-ce qu'il a réussi sa vie ? En tout cas, il a fait le mieux qu'il pouvait faire en raison du milieu extrêmement modeste, plus que modeste, extrêmement pauvre dont il venait, et qu'il l'a privé des études dont il rêvait, et qu'il a transféré ce désir sur ses enfants. Mais en effet, il a eu une extrême intelligence de choisir un métier qui lui laissait quelques libertés, et l'extrême intelligence aussi de comprendre très vite qu'il fallait quitter l'Algérie où sa famille se trouvait depuis plusieurs siècles sans doute, pour venir en ce qu'on appelait à l'époque la métropole, c'est-à-dire dès le début de la guerre d'indépendance algérienne. Oui, c'est-à-dire il a bien compris avant tout le monde que ça allait mal se terminer. Que ça allait se terminer par l'indépendance. Donc vous êtes arrivé en France, où vous avez été au lycée Janson de Sailly, je crois, pas tout de suite, vous avez commencé par la Pléiade pendant quelques mois. Nous sommes arrivés en France en avril 56, donc en terminant la classe de 5e, mon frère jumeau et moi. Et Bernard, votre frère jumeau. Et donc et ma sœur qui était Fabienne, qui était très jeune à l'époque. Et nous avons, en effet, comme on arrivait en avril, dû attendre la rentrée de septembre en nous ennuyant. Donc, mon père nous a acheté l'intégrale de la Pléiade pour nous occuper. Puis après, on est rentré en classe de 4e. Oui, mais l'intégrale de la Pléiade, quand on est jeune, ça passionne, ça vous a... Oui, non, ça nous a passionnés. Je dis pas qu'on a tout lu tout de suite, mais on lisait beaucoup. Donc, on a commencé à lire dans la Pléiade d'ailleurs, mais je lisais aussi Tintin, Bibi Fricotin, Spirou, et toutes les choses que les enfants de mon âge lisaient aussi. Oui, la Pléiade, c'est né en 1931. C'est Jacques Chiffrin qui a créé une bibliothèque populaire, mais de luxe, et le nom évoquait la constellation des groupes du poète du XVIe siècle. Oui, et en 1956, quand mon père l'a acheté, il devait y avoir 150 ou 200 volumes, donc ça occupait beaucoup de rayons de la bibliothèque. Le premier, c'était Baudelaire, pour votre information personnelle. Et puis, en même temps, vous aviez lu très jeune l'encyclopédie astronomique, Jacques Attali. Non, je ne peux pas dire que j'avais lu l'encyclopédie astronomique. Sans rien comprendre, je crois. Mon père, qui était donc un autodidacte, avait des dictionnaires et des encyclopédies. Donc il avait en particulier un Larousse en 10 volumes.
et une encyclopédie astronomique de Flammarion. Je feuilletais les deux sans rien comprendre, en fait, mais avec passion, en essayant de décrypter ces choses difficiles, ces amas d'étoiles. Et ce que vous a appris votre père, Jacques Attali, c'est l'excellence. Mon père et ma mère, il ne faut pas séparer l'un et l'autre. Ils étaient dans le souci de nous voir, mon frère, ma sœur et moi, être les meilleurs possibles dans les domaines où on pouvait briller, mais sans discours particulier. C'était créer les conditions de nous mettre en situation de pouvoir réussir. Et si on réussissait pas, c'était pas grave, puisque l'important c'était de faire le meilleur effort possible. Et votre première idée avant d'entamer la carrière que vous avez faite, c'était d'être chirurgien, Jacques Attali. Disons que le métier auquel mon père, ma mère et moi avions pensé quand j'étais jeune était d'être médecin et chirurgien. En effet, c'est un métier auquel j'ai beaucoup pensé. Puis, assez vite, je me suis rendu compte que j'avais deux raisons de ne pas faire ce métier. La première, c'est que j'étais extrêmement maladroit, Oui. ce qui pour un chirurgien était difficile. La seconde, qui va vraiment m'a déterminé, c'est que je me suis dit, si je commence des études de médecine, je serai médecin toute ma vie. Or, je n'ai aucune envie de faire le même métier toute ma vie. Et donc, je me suis arraché à cette destination. Et comme le hasard a fait que le travail a fait que je réussissais pas trop mal en mathématiques, je suis rentré dans les classes préparatoires. Oui, et les mathématiques, je crois que vous les avez découvertes grâce à Lewis Carroll et Alice au Pays des Merveilles. Disons que Alice et Lewis Carroll m'ont ouvert des portes dans les mathématiques. Et j'ai toujours trouvé que Lewis Carroll avait très bien compris la poésie des mathématiques et le fait que les mathématiques nous envoient dans un univers parfaitement poétique et parfaitement vrai. Les mathématiques et la musique donnent une idée assez précise de la démesure de l'esprit humain. Alors, vous faites des tas de copains au lycée. Votre copain de lycée, c'était Laurent Fabius, je crois, Jacques Attali. Donc Laurent a 2 ans de moins que moi, je crois. Donc on est copains plus tard, seulement à Sciences Po, mais pas au lycée. Au lycée, j'ai des amis qui sont devenus plus ou moins célèbres, comme Jean-Louis Bianco ou Thierry de Montbrial, qui étaient en classe avec moi. Et quelques autres. Alors justement, après l'université, il y a eu un nombre incalculable d'écoles. En général, on se bat pour faire un lycée, de hautes études. Vous avez fait Polytechnique pour commencer, et puis ensuite, ça a continué, Jacques Attali. J'ai fait ensuite l'école des mines, Sciences Po, l'ENA et un doctorat d'économie. Et pourquoi ? Bon, j'avais un projet assez simple, c'est que je voulais être indépendant. Et pour moi, l'indépendance, parce que comme je n'avais pas de moyens financiers illimités, même si nous étions de ce qu'on peut appeler la classe moyenne aisée, il fallait que j'ai un job qui me permette d'être libre pour écrire, réfléchir. Donc je voulais à la fois être professeur et libre. Et j'avais visé le Conseil d'État. Il fallait pour ça sortir dans les 3 premiers de l'ENA. Donc après Polytechnique, j'ai pas voulu faire une carrière d'ingénieur qui ne me convenait pas. J'aurais pu faire une carrière de chercheur ou de professeur directement, mais je voulais à tout prix avoir une vision beaucoup plus universelle, large des choses. Donc j'ai recommencé une deuxième sorte d'études à zéro. J'ai recommencé comme si je sortais du bac en faisant Sciences Po et l'ENA, en passant le concours, en prenant tous les risques. Et ensuite j'ai recommencé une 3e fois en passant une thèse de doctorat en économie. Et vos parents étaient d'accord, ça... Mes parents comprenaient pas trop ces études parce que c'était pas dans leur univers que de les connaître, mais ils nous faisaient confiance. Mon frère avait lui-même tout de suite choisi de faire Sciences Po et l'ENA, qu'il avait fait avant moi, puisqu'il n'est pas passé par le détour des mathématiques. Et donc, ils nous ont fait confiance. En général, les étudiants sont épuisés après un concours. Vous avez remis ça avec bonheur et passion, Jacques Attali. Oui, non, les concours, c'était que le début. Quand je suis rentré à l'X, les études ne faisaient que commencer, donc j'ai travaillé énormément à l'école. Et ensuite, j'ai tout de suite compris que les études, c'était une parenthèse et que l'important, c'était ce qui se passait après, ce qu'on en faisait. Pas ce qu'on y apprenait. D'ailleurs, j'ai appris énormément à Polytechnique, ça c'est sûr, et dans les classes préparatoires, j'ai appris énormément à Sciences Po, mais je veux dire que j'ai rien appris à l'ENA et que ma vie a commencé quand j'ai commencé à faire des choses utiles. J'ai été, avant même de rentrer à l'ENA, j'étais enseignant à l'école Polytechnique, puisque j'ai enseigné à partir de
1967-68 à Polytechnique. Et là, j'ai découvert une passion pour l'enseignement, et puis de là, une passion pour l'écriture, et le reste a découlé. Vous êtes un cas unique, je crois, dans l'histoire de Polytechnique ou de Sciences Po ou de l'ENA, de faire tout ça en même temps, Jacques Attali. Je crois en effet que personne d'autre l'a fait, mais enfin bon, c'est pas une prouesse particulière. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait après. Ouais. Et vous avez même fait un doctorat d'État en sciences économiques sur la théorie de l'ordre par le bruit dans la théorie économique. C'est un doctorat, en effet, que j'ai fait sur travaux, c'est-à-dire sur la base de mes livres et de mes recherches. Je n'ai pas fait le cursus total de l'université, puisque j'avais toutes les équivalences possibles par les grandes écoles. Mais j'en ai fait passer un doctorat d'économie sur la théorie de l'ordre par le bruit. La théorie de l'ordre par le bruit, c'est une théorie mathématique inspirée des travaux d'un grand mathématicien belge qui s'appelle Ilya Prigogine et d'un autre qui s'appelle Benoît Mandelbrot, qui, en gros, pour faire court, dit que la violence, le chaos peut créer un ordre nouveau. Et on peut à la fois le théoriser en économie, en sociologie, en politique. Et effectivement, après vos études, vous avez commencé à travailler. Et une autre date importante pour vous, on en parle dans quelques instants, c'est le 10 mai 1981. A tout de suite sur Sud Radio avec Jacques Attali. 10 mai 1981, bien sûr, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est l'élection de François Mitterrand, mais en fait, pour moi, c'est une réédition, parce que j'avais eu le privilège d'être son directeur de campagne en 74, Oui. J'avais 30 ans, et nous avions perdu, il avait perdu, je dis nous parce que j'étais évidemment très impliqué, de quelques centaines de milliers de voix, une élection qui avait été la plus passionnante parce qu'elle s'était déroulée en quelques semaines. Ensuite, je suis resté comme son directeur de cabinet, tout en étant professeur et tout en étant au Conseil d'État et tout en écrivant des livres. Donc déjà, j'avais commencé à avoir plusieurs vies en même temps pendant les 7 ans d'opposition. Puis il m'avait redemandé de rediriger sa campagne de 81, ce que j'avais fait. Et à la surprise générale, puisque personne ne misait un copec sur ce candidat ringard et dépassé, il a gagné. Oui, la campagne de 74, vous avez fait sous un pseudonyme, je crois, Simon Terre. J'avais commencé sous un pseudonyme. En fait, j'avais commencé à écrire des articles. Mon premier article est paru en, je sais pas, 68, 69 dans le Figaro, et c'était le journaliste Figaro qui m'avait trouvé ce pseudonyme. Simon Terre, jeu de mots avec S.Terre, Esther, qui renvoie la pièce de Racine, qui est la pièce duale de Attali, l'autre pièce de Racine sur le même thème. Et donc, quand François Mitterrand m'avait demandé de diriger la campagne de 74, qui était pour moi une grande surprise, quand il a fallu annoncer dans la journée l'organigramme de la campagne, je n'avais pas encore l'autorisation du président du conseil, vice-président du Conseil d'État, que j'ai eu plus tard, et j'ai donc donné ce pseudonyme qui était un peu bizarre, puisque immédiatement, quand Le Monde a publié l'organigramme, il a publié en disant que sous le pseudonyme de Simon Terre se casse le jeune auditeur au Conseil d'État, Jacques Attali. C'est un pseudonyme qui a fait vraiment pchit tout de suite. Et alors, il vous a en fait convoqué rue de Bièvre et devant tout le monde, il a annoncé que vous étiez son directeur de campagne, ce qui a provoqué une surprise générale, Jacques Attali. Oui, il a annoncé à tout le monde que j'étais son directeur de campagne, y compris à moi d'ailleurs, parce qu'il ne m'avait pas demandé mon avis. Et j'entends encore Gaston Defferre qui dit « Mais Attali, c'est qui ?» Et donc, ça m'était évidemment... C'était une campagne plus intéressante que celle de 81, parce que c'était une campagne à la volée d'une armée de jeunes, qu'on a retrouvé plus tard, parce que j'ai fait venir avec moi un jeune homme qui était plus âgé que moi, mais qui était devenu un ami, et qui était Michel Rocard. J'ai fait venir toute une série de gens, comme vous avez cité, Laurent Fabius, et bien d'autres, qui ont ensuite fait des carrières brillantes dans l'appareil d'État. Et votre première rencontre avec François Mitterrand, je crois que vous étiez stagiaire pour l'ENA dans la Nièvre, Jacques Attali. Alors ça, c'est ma deuxième rencontre, parce que je l'ai croisé une première fois dans un restaurant, boîte de nuit. Il venait d'être battu aux élections de 65. Je lui ai demandé de travailler avec lui. Il m'avait fait venir chez lui. Il m'avait proposé de prendre une circonscription électorale. Je lui ai dit non, moi je suis un intellectuel, un écrivain. J'ai envie de garder mon indépendance. J'avais commencé à faire plein de choses, d'autres choses. J'étais encore étudiant, parce que je venais à peine j'étais encore étudiant entre Polytechnique et Sciences Po. Et donc j'ai refusé, puis je l'ai retrouvé 2 ans plus tard, quand j'étais stagiaire de l'ENA, puisque par hasard, vraiment par hasard, j'ai été affecté dans le département dont il était président du Conseil général. Et là, nous avions eu des relations assez distantes, puisqu'il était président du Conseil général et moi directeur adjoint du cabinet du préfet. Et nous sommes retrouvés 3 ans plus tard, même plus 5 ans plus tard,
quand j'étais au Conseil d'État, et alors que je travaillais déjà pour le Parti socialiste comme expert, quelqu'un qui était Georges Dayan nous a représenté de nouveau, et c'est là qu'on a vraiment commencé à travailler ensemble d'une façon très intense. Et très intense, puisque vous avez occupé pendant des années à l'Élysée le bureau juste à côté, qui était le centre du pouvoir. C'est une expérience fabuleuse, Jacques Attali. 10 ans et un mois, ce qui m'amène à dire que personne ne durera à l'Élysée autant que j'ai duré, puisque j'y ai passé plus de temps que 2 mandats présidentiels. Et c'était un travail mais permanent. C'était 24 heures C'était sur un 24. travail permanent, mais en même temps, évidemment, absolument passionnant, puisque j'assistais au Conseil des ministres, au Conseil de défense, à tous ces entretiens internationaux, à tout ce qui pouvait être utile de connaître, en même temps que je voyageais pour lui et que j'étais son Sherpa et que j'assistais à beaucoup de choses. Donc c'était à la fois un poste d'action, mais aussi d'observation, puisque la présidence de la République avait beaucoup plus de distance à l'égard de l'action quotidienne. Nous étions vraiment en situation stratégique, très différente d'aujourd'hui, puisque le président avait gardé cette distance, et comme c'était un septennat et pas un quinquennat, ça permettait d'avoir beaucoup plus de regard sur le temps long et sur les décisions stratégiques. Mais enfin, toute la politique étrangère et de défense était ainsi centralisée. Nous avons eu aussi à gérer et à définir les règles de la cohabitation, et puis ensuite à gérer beaucoup d'événements majeurs, comme non seulement l'arrivée de la gauche au pouvoir, les grandes réformes, mais aussi ensuite la chute du mur de Berlin et beaucoup d'autres événements majeurs de l'histoire. Alors, vous travaillez dans l'ombre en lui conseillant des jeunes que vous avez repérés, dont un certain François Hollande d'ailleurs. Oui, j'ai amené avec moi en 81 à l'Élysée un certain nombre de jeunes que j'avais repérés, qui avaient travaillé avec moi. J'avais amené des jeunes comme Jean-Hervé Lorenzi, François Stas, Alain Boublil, Ségolène Royal, François Hollande, qui ensuite ont fait carrière, chacun à sa façon. Même Emmanuel Macron d'ailleurs. Beaucoup plus tard, Oui. j'ai rencontré Emmanuel Macron quand Nicolas Sarkozy m'a demandé de présider une commission de réforme bilatérale, bipartisane, ce que j'ai fait, et j'ai choisi Emmanuel comme un des rapporteurs de cette commission. Je l'ai trouvé très brillant et je l'ai présenté à François Hollande. Et voilà, on connaît la suite. Alors finalement, vous avez accompli un rêve par rapport à un maître dont on va entendre la voix. Cette brochure a été taillée en pièces, critiquée de manière passionnelle. Raymond Aron. Et il y a Raymond une Aron, phrase- c'est quelqu'un de très important pour vous. Raymond Aron est quelqu'un dont je disais quand j'avais 18 ans, je rêve d'être le Raymond Aron de la gauche, c'est-à-dire le grand commentateur. Alors, je le suis d'une certaine façon, puisque j'occupe le poste qu'il occupait d'éditorialiste à l'Express. Mais Raymond Aron a choisi, ou la vie a choisi pour lui, de ne pas entrer dans l'action, ni dans l'action politique, ni dans l'action, disons, sociale ou associative, ce que pour ma part j'ai choisi de faire. Mais j'avais en effet une très grande admiration pour Raymond Aron, que j'avais très peu connu, très peu rencontré avant sa mort. Et vous vouliez être un mélange de Raymond Aron et de Henry Kissinger, parce qu'il fallait aussi non seulement la réflexion, mais l'action. Jacques Attali. Henry Kissinger était aussi un modèle, parce que c'était un grand professeur qui, en même temps, même si je suis pas d'accord avec beaucoup de choses qu'il a fait, mais il reste un ami aujourd'hui très proche, même si, encore une fois, je suis en désaccord avec beaucoup des actions qu'il a été amené à mener. Mais il a été ce mélange d'intellectuels qui pensent et d'hommes d'action. Et je pense que si on veut agir, il faut réfléchir, et si on réfléchit sans agir, on laisse d'autres agir à votre place. Donc j'essaye pour ma part de faire les deux. Kissinger a aujourd'hui 95 ans, il est toujours en pleine forme. Il a beaucoup d'humour. Un jour, lorsqu'il prépare la visite de Nixon en Chine, Chou En-lai lui dit « Vous êtes très intelligent ». Et Kissinger répond « Suis-je très intelligent pour un occidental ou suis-je très intelligent ?» Ça a cloué sur place Chou En-lai qui ne s'attendait pas à une telle réponse. Henry Kissinger est un être brillantissime. Et en effet, on peut multiplier par 100 ses réparties. J'ai le privilège de l'avoir rencontré souvent, d'avoir servi d'intermédiaire pour faire en sorte qu'il rencontre François Mitterrand, et d'avoir même un jour à l'âge servi de traducteur pendant toute une journée de leur première rencontre, ce qui fut un grand moment pour moi. C'est la grande intelligence européenne perdue en Amérique, Henry Kissinger, et en même temps un homme dont la pensée est très déterminée par une vision
américaine de superpuissance cynique qui est très loin de ma propre vision du monde. Ce qui n'empêche pas l'amitié. On va se retrouver dans quelques instants avec une autre date importante pour vous, le 6 février 1990. A tout de suite sur Sud Radio avec Jacques Attali. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jacques Attali, avec des dates importantes, 6 février 1990. Si je vous parle de Mogador et de cette chanson. Oui, c'est une chanson que j'avais écrite pour Barbara. Ouais, c'est la première à Mogador, et c'est la première fois qu'elle interprète cette chanson qui s'appelle Colline, je crois. C'est ça. Ça fait des années que Barbara me demandait d'écrire des chansons pour elle. Et je trouvais ça totalement farfelu parce que je n'ai jamais écrit de chansons et Barbara écrivait si bien pour elle-même. Mais un jour, dans un avion, j'écoutais une musique de Schubert et j'ai trouvé que cette mélodie pouvait servir de base mélodique à une chanson et j'ai écrit cette chanson d'un trait. Je lui ai ensuite apporté après si, à ma grande surprise, elle m'a dit je la prends. Et elle a changé 2 mots à la fin. Et voilà, cette chanson est là. Et en effet, ce soir-là, ça a été pour moi un choc de l'entendre la chanter. Oui, surtout que votre amitié pour Barbara a été immédiate. Elle est née, je crois, lorsqu'elle est venue à l'Élysée vous demander des services sur les prisons. Oui, elle est venue, non pas comme beaucoup de gens me demandaient un service pour améliorer sa situation fiscale, mais pour lui ouvrir les portes pour pouvoir aller voir les prisonniers en fin de vie atteints du sida, puisqu'à l'époque, on mourait du sida en prison, ce qui était insensé. Nous avons tout de suite eu une amitié qui était très intense, qui était qu'une amitié d'ailleurs, mais très intense. On s'est vu tout le temps pendant des années jusqu'à la semaine avant sa mort. Oui, et moi je me souviens de ce spectacle de Mogador où elle interrompait au milieu du spectacle pour s'asseoir sur un fauteuil et parler du sida pendant 20 minutes. N'importe qui n'aurait pas tenu, c'était formidable. Oui, elle a pris cette cause comme la sienne et elle s'est beaucoup battue là-dessus pour qu'on traite dignement ceux qui étaient malades. À l'époque, il n'y avait aucun traitement d'aucune sorte. Et puis il y a une amitié qui est née aussi avec votre fille Jacques Attali, l'amitié de Barbara. Oui, ça j'en parle peu et je n'en parlerai pas beaucoup ici, Non. mais Barbara était en effet, on vient de nouer une relation très intense avec ma fille qui avait à l'époque 7-8 ans. Elle s'écrivait beaucoup. C'est fabuleux en même temps. Et elles étaient très proches et cette relation est restée à un moment et une date absolument essentielle dans la construction de la personnalité de ma fille. C'est important. Et puis il y a aussi d'autres artistes dont vous avez été très proche, et je pense à France Gall et Michel Berger, Jacques Attali. Oui, le hasard de ma vie a fait que j'ai toujours été plus proche de musiciens, de chanteurs que d'hommes politiques. J'ai plus de plaisir à être avec eux. Donc les premiers que j'ai connus, c'est Souchon, c'est Jonas, avant qu'ils soient célèbres et avant que moi-même je sois un peu connu. C'est aussi évidemment les musiciens classiques, puisque je suis d'abord un musicien classique. Puis ensuite, j'ai écrit un livre sur la musique qui s'appelle Bruit, qui m'a amené à rencontrer d'autres musiciens, dont Michel. Et on est devenu tout de suite extrêmement proches, Michel et moi. On a eu une sorte de coup de foudre intellectuel. Michel m'a présenté France, on est devenus très amis. Ils m'ont présenté un de leurs amis qui était Coluche. C'est comme ça qu'on est devenu aussi très amis avec Michel, l'autre Michel. Et puis d'autres chanteurs sont passés dans ma vie aussi. Oui, et c'est important pour vous parce que ces gens-là, pour vous, enfin, ont un respect pour votre travail, pour vous, pour l'homme encore plus que pour le travail, Jacques Attali. C'est-à-dire qu'avec eux, on pouvait parler sans parti pris, sans arrière-pensée, aussi avec les grands musiciens classiques avec qui j'étais lié, ou je suis encore très lié aujourd'hui avec de très grands musiciens classiques avec qui je me sens plus proche qu'avec les politiques, parce que on peut parler de l'essentiel, c'est-à-dire de la musique, de la beauté, de l'art, de la transcendance, du travail, de l'entêtement. On ne peut pas être un grand musicien si on n'a pas du talent. On peut être un politique puissant sans talent, simplement avec des tactiques et des coups bas, ce qui n'est pas très intéressant. Donc parler avec un grand musicien ou un grand peintre, c'est parler du travail. Et
ou un grand cinéaste. C'est parler du travail, de ce qui fait la vérité de la vie. Et puis le travail aussi avec Coluche, vous en parliez. Coluche, moi je l'ai connu à ses tout débuts, quand personne ne croyait en lui. Il avait le même personnage qu'à la fin. C'était très naturel chez lui. Il n'a jamais changé. Oui, moi je l'ai connu assez tard. Je l'ai connu en 1980. Pour la campagne électorale. Quand il avait commencé sa campagne. Il vous a d'ailleurs avoué que c'était un canular. Immédiatement. Contrairement à ce que beaucoup de gens ont raconté, même des films ont raconté que j'étais allé lui demander de retirer sa candidature, ce qui est complètement faux. Mais enfin, les légendes s'installent. En fait, le lendemain du jour où on s'était vu la première fois, il est venu me dire « J'ai 0 signature, je ne veux pas en avoir, je ne veux pas être candidat, et je veux juste vous aider à battre Giscard. » Voilà. Et il m'a dit, on garde ça secret pour l'instant, ce qu'on a fait. Mais la légende s'est installée selon laquelle il serait venu. Je serais allé lui demander de se retirer sa candidature, ce qui est totalement faux. C'est ce qu'on appelle les fake news aujourd'hui. Remarquez, Pierre Dac avait été candidat comme ça en 1965. C'était la première élection au suffrage universel. Il avait créé un parti, le Mouvement ondulatoire unifié, le MOU, et dont le slogan était « Les temps sont durs, vive le MOU ». Ça n'a pas été plus loin non plus, mais c'était pour faire rire la galerie. Oui, mais Michel, c'était pour faire exploser un système extrêmement corsé. Il faut bien voir qu'à l'époque, nous sommes c'est pas il y a un siècle, mais il y avait 3 chaînes de radio, 2 chaînes de télé, tout entre les mains du pouvoir politique. Il y avait la peine de mort, tout était centralisé, l'homosexualité était punie de prison. Enfin, c'était une autre planète que François Mitterrand a changé radicalement. Et Michel, à cette époque, avec un courage incroyable, a commencé à dynamiter le système dont l'élection de François Mitterrand a parachevé la destruction. Et d'ailleurs, vous avez fait son éloge funèbre lorsqu'il nous a quittés prématurément. Oui, il était venu. J'ai eu ce privilège terrible de faire l'éloge funèbre de beaucoup de mes amis morts très jeunes, dont France, dont Michel Berger, dont le premier étant Michel Coluche, qui en effet est mort quelques jours après être venu dîner chez moi. Et sa mort a été vraiment, pour nous tous, un grand traumatisme. Oui, et quelqu'un qu'on n'a pas oublié et qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Et puis, alors, vous parliez de la musique. Je crois que votre passion de la musique, ça remonte à vos très jeunes années, grâce à votre mère, Jacques Attali. Ma mère, comme beaucoup de mères attentives à l'éducation de leurs enfants, avait mis mon frère, ma sœur et moi, d'abord mon frère et moi, puis ma sœur au piano. Maugréant d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas envie d'en faire, mais on a continué, on en a fait sérieusement, très jeune, 7 ans je crois, 6-7 ans. Et puis ensuite, la passion a continué, à la fois pour faire de la musique, pour en jouer, pour en écouter, pour consacrer l'essentiel de mon argent de poche à acheter des disques de musique classique. Et ça ne m'a jamais quitté, jusqu'à ce que j'ai eu récemment, c'est-à-dire il y a 15 ans, le privilège de pouvoir satisfaire une passion qui est la direction d'orchestre. Oui, c'est né à Grenoble, je crois. C'est né dans une émission de télévision où quelqu'un m'avait demandé ce que j'aurais fait si j'avais pas fait ce que j'avais fait. J'ai dit j'aurais rêvé d'être chef d'orchestre. Et plusieurs chefs m'ont proposé de venir essayer. J'ai été essayé à Grenoble et j'ai travaillé. J'ai pris des années de cours avec le directeur de l'orchestre de Grenoble, Patrick Souillot, puis avec un autre chef magnifique, à l'époque inconnu, mais aujourd'hui très célèbre, François-Xavier Roth. Et ces années de cours me permettent aujourd'hui de diriger entre 5 et 10 orchestres par an dans le monde entier. Dans le monde entier. Et le premier musicien, le premier chef d'orchestre qui vous est marqué, c'était lors d'un concert dans vos jeunes années, Jacques Attali. Vous voyez de qui je veux parler. Alors, je suppose que vous avez fait une bonne recherche et que vous avez trouvé Roberto Benzi. Exactement. Puisqu'en effet, mes parents m'avaient emmené à 6, 7, 8 ans voir à Alger ce jeune chef prodige, puisqu'il devait avoir 12, 13 ou 14 ans. Étonnant, oui. Qui dirigeait, je me souviens, en culotte courte d'ailleurs, et qui a fait une grande carrière. Il est aujourd'hui encore vivant. Il a 81 ans, en pleine forme. Et il dirige encore. Et en effet, ça m'avait énormément marqué. Et ça a été un grand moment de mon éveil à la musique. D'ailleurs, il est cité dans le 120e des 480 souvenirs de Georges Perec, Roberto Benzi, dans son livre « Je me souviens ». Donc c'est quelqu'un qui a marqué, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui pour les musicologues est un être d'exception. C'est un grand musicien, un grand chef qui a dirigé longtemps, je crois, l'orchestre de Bordeaux et qui a une très belle carrière internationale. Alors, quand vous parlez de vos concerts, c'est vrai que vous donnez plusieurs concerts par an, toujours pour des œuvres caritatives, Jacques Attali. Toujours, en tout cas, je ne suis jamais rémunéré, je ne souhaite pas l'être.
et je ne dirige que les orchestres qui m'invitent. Je vais diriger à côté de Paris vers le 15 juin une messe de Schubert. J'ai dirigé récemment à Bruxelles le cinquième concerto de Beethoven et le concerto pour violon de Sibelius. Je dirige comme ça quand on m'invite un peu partout, mais évidemment toujours d'une façon amicale et en général pour des œuvres. Et il y a eu aussi un concert à Jérusalem. Vous avez dirigé le concerto en sol de Ravel, je crois. J'ai dirigé le concerto en sol de Ravel à plusieurs reprises. Je l'ai dirigé d'abord à Jérusalem, puis à Paris, puis en Chine. Et à Jérusalem, c'était particulièrement impressionnant parce que le concert était en direct à la radio et à la télévision israélienne. Et derrière moi, dans la salle, il y avait un ami très cher qui était le président de la République israélienne, Shimon Peres. Donc, c'était un moment particulièrement intense. Et une chose Et un importante. merveilleux pianiste qui était le chef de l'orchestre qui jouait le concerto au piano, Frédéric Chasselin. Et puis, il y a une chose qui vous importe aussi, ce sont les opéras coopératifs. Jacques Attali. Alors, je suis passionné par l'opéra et Patrick Souillot a monté une chose formidable qui s'appelle la Fabrique Opéra, où à Grenoble d'abord, puis maintenant un peu partout à travers la France, sont montés des opéras avec des orchestres très professionnels, des chanteurs très professionnels, et ce sont les élèves des lycées techniques qui font les décors, les costumes, le maquillage, la coiffure, etc. Ce qui permet d'attirer la jeunesse à l'opéra, les parents des jeunes. Et il m'a demandé cette année, ce que j'ai fait avec joie, de mettre en scène la Traviata. Et j'ai mis en scène la Traviata au printemps. Il y a eu plus de 10 000 spectateurs sur 5 représentations au Zénith. C'était magnifique et j'attends avec impatience qu'on me redemande de mettre en scène un opéra. J'avais déjà mis en scène 3 ans plus tôt la Bohème, dans un autre contexte. Ce qui me fascine et ce qui fascine tout le monde, c'est que vous, depuis 72, vous n'avez jamais arrêté. Vous avez commencé votre premier livre, vous n'arrêtez pas d'écrire, de travailler, en écrivant, je crois, entre 4h et 8h du matin. Non, vous savez, l'heure à laquelle on écrit n'a pas d'importance. Souvent, je dis qu'il y a des tas de gens qui dorment peu et qui font rien de leur vie. Donc, il y a des gens qui dorment beaucoup et qui font beaucoup de choses de leur vie. On dort le temps qu'on a besoin de dormir. Moi, j'écris tous les jours parce que j'ai une flamme intérieure. J'ai publié 80 livres, des romans, des essais, des biographies, des contes pour enfants, des pièces de théâtre, parce que l'envie me prend. Et puis, je dois dire que peut-être que si j'avais pas de lecteurs, j'aurais arrêté. Mais comme les lecteurs sont là, je n'arrête pas. J'arrêterai peut-être si j'ai rien à dire. Mais j'ai là, à l'heure où nous parlons, 4 manuscrits en chantier, en dehors de celui que je viens de publier, qui est une histoire de l'alimentation, qui est paru il y a un mois. Mais en dehors de celui-là, il y en a 4 en chantier. J'arrêterai peut-être sûrement quand la vie s'arrêtera. Mais d'ici là, comme c'est un moyen de communiquer, comme mes livres sont lus, traduits dans le monde entier, ça me donne une façon de transmettre. Oui, et surtout les sujets, parce que vous êtes de ce côté-là très doué, Jacques Attali. Très doué, non, n'exagérons pas. J'aime pas parler, il n'y a pas de don. J'essaye de comprendre le monde, de comprendre où il va, d'essayer de donner un sens. Et donc, j'aime bien écrire des histoires longues. Je prends un sujet, je le traite depuis l'Antiquité jusqu'à après-demain. J'ai fait une histoire du temps, une histoire de la technologie, une histoire de la propriété, une histoire du judaïsme, une histoire de l'amour. Et là, je fais une histoire de la mer et je viens donc de publier une histoire de l'alimentation. Donc, je fais des histoires longues parce que l'histoire longue permet de mettre en perspective l'avenir. L'avenir ne se comprend pas si on ne comprend pas le passé. Et l'avenir, c'est aussi demain, avec un événement qui se passe à Cannes. On en parle dans quelques instants à travers une date, le 16 mai 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Jacques Attali. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jacques Attali. Demain, 16 mai 2019, c'est l'ouverture d'une manifestation, le cinéma positif à Cannes. C'est la 4e édition et c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, Jacques Attali. Alors ça s'inscrit dans un grand axe de ma pensée depuis longtemps. C'est que, comme vous l'avez dit, je m'intéresse à l'avenir, à la fois comme intellectuel pour réfléchir et aussi pour agir. Et j'ai fondé plusieurs organisations dont la priorité est de s'occuper de créer un avenir meilleur. Nous avons même, dans ce contexte, inventé le concept d'économie positive, c'est-à-dire l'économie qui travaille dans l'intérêt des générations futures. Nous avons créé une fondation qui s'appelle la Fondation Positive Planète. Cette fondation travaille dans 40 pays à travers le monde et travaille dans les quartiers en France pour aider les plus défavorisés à disposer des moyens d'envoyer leurs enfants à l'école et de réussir leur vie. Et dans ce contexte, nous avons
pensé qu'il était utile de faire en sorte que les artistes soient associés à cette réflexion sur la prise en compte du long terme dans leur action. Et rien n'est mieux que le cinéma pour cela. Donc nous avons lancé le concept du cinéma positif, c'est-à-dire le cinéma lanceur d'alerte qui prend en compte l'intérêt des générations futures. Ce cinéma lanceur d'alerte existe depuis le début du cinéma, parce que lanceur d'alerte, c'est lanceur d'alerte sociale, écologique, ou sur les grands enjeux. Depuis 4 ans, en effet, nous avons, dans le contexte et sous les auspices du Festival de Cannes, lancé notre propre sélection, notre propre jury. Nous avons une semaine entière de projections et de débats à Cannes, qui se termine en effet demain, et dans lequel nous allons progressivement faire en sorte que soient pris en compte, dans le cadre du Festival de Cannes, les sujets d'intérêt de long terme. Chaque année, nous choisissons un thème dominant. L'année dernière, c'était le thème de la place des femmes dans l'industrie du cinéma, c'était une journée de débat absolument passionnant. Et cette année, c'est le cinéma social, c'est le cinéma comme révélateur des grands enjeux sociaux de demain. Alors, ça se passe, ce sont des projections gratuites? Il y a des projections gratuites dans toute la ville de Cannes, dans tous les cinémas de Cannes, même en plein air ou pas en plein air. Et il y a une journée de débat qui a lieu sur la plage du CNC, qui est notre partenaire principal, avec Canal+, et avec le festival propre lui-même, l'organisation du festival, qui nous donne la possibilité d'être assez visible et d'être très associé à toute l'industrie du cinéma. Donc ça se passe du 16 au 19 mai, et en même temps, l'idée de faire Cannes avec vous, c'était une évidence. Il fallait aussi que le Festival de Cannes admette cette idée, Jacques Attali. Oui, on a eu une relation très intense et très sympathique dès le début, très bien acceptée par à la fois Gilles Jacob d'abord, puis Pierre Lescure, et puis Thierry Frémaux. Thierry Frémaux, qui est un ami très cher et avec qui on a fait beaucoup, et qui s'est beaucoup associé à notre propre travail, et qui veut bien, disons, considérer que cette semaine du cinéma positif fait partie de l'ensemble de ce qui se passe à Cannes sous les auspices du festival. Il n'y a pas de Grand Prix, il n'y a pas de jury, Jacques Attali? Si, il y a un jury. Il y a un jury? Il y a un jury qui nous allons remettre le prix du meilleur film positif, meilleur documentaire, meilleur premier film et meilleur film tout court, incessamment sous peu. Alors, la sélection est très particulière, c'est-à-dire qu'il y a non seulement des films inédits, mais il y a des films qui sont déjà sortis, mais que vous avez sélectionnés, Jacques Attali. Oui, ce sont des films de l'année. Ce sont des films qui sont sortis de l'année, donc on ne peut pas révéler le palmarès aujourd'hui, mais ce sont des films qui sont de l'année écoulée depuis le dernier festival, et qui sont des films qui mettent en lumière les enjeux politiques et sociaux. Comment sont-ils choisis? On a une équipe qui sélectionne, un petit peu comme le Festival de Cannes choisit. On a une équipe que dirige quelqu'un de très compétent qui s'appelle Sam Bobino. Et une fois cette sélection faite, on a un jury qui s'est réuni d'une façon intense, de façon très disons... Objective et précise. Oui, enfin, ça a été un débat assez acharné pour choisir les prix. Voilà. Et surtout, bon, avant même, dans les projections, on peut signaler quand même qu'il y a Le Grand Bain, qui a été un film de l'année, de Gilles Lelouch, qui est un film d'ailleurs qu'il avait commencé à écrire il y a quelques années, en 2010. Il voulait parler de la lassitude chez les gens de sa génération, d'une société où les débats sont remplis de jugement et d'avis tranchés sur tout. C'est un film très touchant, mais je n'en dirai pas plus puisqu'il est en compétition. Oui, mais en même temps, c'est un film qui a touché le grand public, qui a fait beaucoup d'entrées, et qui est né, le scénario est né parce qu'il a vu un film sur Arte sur la natation, et c'est l'idée de transformer son idée en un scénario. Il y a également La Pupille, qui est un film qui met en avant le problème de l'adoption, sujet très très important, et et on en a parlé avec François Ozon d'ailleurs beaucoup, et il y a même l'Amérique avec tous les sujets pour vous sont des sujets de société. Oui, c'est pas un festival franco-français, il y a des films internationaux, mais le thème cette année, ce sont les films qui révèlent les enjeux sociaux. La transition écologique, par exemple, avec un documentaire, Un village dans le vent. Oui. Ça, c'est important parce que l'écologie et beaucoup d'autres sujets, vous avez été le premier à en parler, Jacques Attali. Le premier, non, mais... Alors, quand on voit vos livres, vous êtes en avance sur votre temps. Oui, j'en ai parlé très tôt, d'un livre qui s'appelle L'Anti-économique en 1973, mais pas le premier, il y avait déjà beaucoup de choses. Mais on traite aujourd'hui de sujets dont on n'osait pas parler hier, Jacques Attali. Oui, bien sûr, il y a des sujets, parfois même on les traite trop tard. Par exemple, si on prend un sujet comme
La pédophilie, c'est un sujet dont on aurait dû parler beaucoup plus tôt. Il y a des sujets qui sont tabous trop longtemps, et on se demande comment on a mis si longtemps à s'indigner. Il y a quelques semaines, on a reçu ici au micro des Clés d'une vie Andrea Bescon qui nous a parlé des Chatouilles, qui est un spectacle et un film qui a eu 2 Césars. Ça a touché le grand public parce que le public est souvent plus averti que la presse Bien sûr. pour voir ce qui vous touche. Et vous, comment vous repérez ces sujets, Jacques Attali, ces univers? Je ne sais pas. D'abord, je vois beaucoup de monde. Et ensuite, j'ai peut-être par ma méthode de travail qui consiste à essayer de penser le long terme, je vois l'avenir. Et donc, dans l'avenir, je repère des sujets. Mais il m'arrive de me tromper ou de ne pas voir surgir des sujets qui vont surgir. Mais avoir une grille de lecture qui conduit à penser aux enjeux de demain, ça permet de revoir des sujets. Par exemple, il est évident pour moi que le problème de la maltraitance des enfants va être un très grand sujet de l'avenir, que le problème de l'alimentation des nouveau-nés va être un très grand sujet d'avenir, des sujets dont on parle très peu, que les problèmes du véganisme va être un sujet extrêmement important. Voilà, il y a des sujets qui pour l'instant ne sont pas encore tout à fait dominants, mais dont je pense qu'ils vont le devenir. Mais quand je prends vos premiers livres, Jacques Attali, vous parlez déjà du développement de l'ordinateur, d'Internet, de YouTube. En filigrane. Oui, non, mais pas plus qu'en filigrane. Dans un de mes livres qui s'appelle La Nouvelle Économie Française en 1977, je crois, j'avais en effet prévu la naissance de l'ordinateur individuel et de YouTube. Ça tombait sous le sens. Mais pourquoi personne n'y pensait à l'époque? Ça devait venir. C'était dans la logique de l'évolution. Il y a des choses qui arrivent de façon logique, puis il y a des choses qui arrivent de façon insensée. Les deux sont possibles. Il y a une chose étonnante aussi, c'est que vous parlez dans ce festival d'un mot qu'on emploie aujourd'hui, et vous avez été le premier à l'employer, c'est la justice sociale. Car ce festival et ce cinéma est au service de la justice sociale. Voilà, c'est le thème de cette année. Dans l'économie positive, il y a l'idée d'être utile aux générations futures. On peut l'être en étant écologiquement durable ou socialement durable. Donc le cinéma au service de la justice sociale, c'est pas un thème nouveau. Si on regarde Chaplin, il était entièrement sur ce thème. Et bien d'autres avec lui ou avant lui. Et vous avez le temps de regarder beaucoup de films, Jacques Attali? Beaucoup moins que je voudrais. Je vais très peu au cinéma. Je vois les films sur écran, sur petit écran, et beaucoup dans les avions. Mais je dois dire malheureusement beaucoup moins que je ne le souhaiterais. Et en faisant du sport aussi le matin, vous regardez des films? Je regarde des séries en faisant 40 minutes de gym tous les matins. Ça c'est votre secret, ces 40 minutes de... C'est, disons, un secret très partagé par tout le monde. Il faut faire du sport. Oui. Faut faire du sport. L'une de vos séries cultes, je crois, a été Starsky et Hutch. Oui, vous savez tout. Quand je n'ai pas honte d'avouer que Starsky et Hutch, comme Columbo, étaient des séries que j'adore. Mais aujourd'hui, j'aime beaucoup d'autres séries que j'ai découvertes récemment, comme Fauda ou comme une que je suis en train de découvrir, que je trouve absolument formidable, qui s'appelle Gentleman Jack. Mais beaucoup de séries aujourd'hui sont de très grande qualité. On s'y perdrait. Et pour vous, il n'y a pas une seconde de perdu d'ailleurs, puisque tout en faisant du sport, vous regardez des images. Oui, et puis ça me permet de comprendre le regard sur le monde d'autres gens. Gentleman Jack est un très beau film sur l'homosexualité féminine au 19e siècle et qui dit beaucoup de choses sur la société d'aujourd'hui. Et il y a un comédien que vous affectionnez, je crois, Jacques Attali, c'est Hugh Grant. Oui, parce que j'aime beaucoup les comédies. Je déteste les films qui finissent mal. Donc je dois dire que les films d'Hugh Grant me plaisent beaucoup. Même si je n'ai pas honte d'avouer que j'adore ces films, parce que j'adore les scénarios qu'il a choisis. Et alors, ce qui est drôle, c'est quand il a eu le rôle principal de 4 mariages et l'enterrement, ça marchait pas du tout. Il a failli abandonner sa carrière. Et puis, il a été candidat sur ce film. Le scénariste le trouvait trop beau pour incarner le héros. Et il a montré une vidéo où il était très maladroit. Et c'est ce qui a déclenché l'accord pour faire ce film qui a été le début de sa carrière. Oui, qui est un merveilleux film. C'est un film qui vaut surtout aussi par le scénario, qui est absolument magnifique. Alors, j'en reviens à tout ce que vous faites, notamment à cette Positive Planète, qui est une initiative que vous avez prise, je crois, en 1998. Et à l'époque, c'était déjà novateur, Jacques Attali. Oui, c'était à l'époque très novateur, parce que peu de gens s'occupaient de ces techniques de microfinance, c'est-à-dire d'aider les plus défavorisés à créer leur propre emploi. Et on a lancé ça, et ça s'est beaucoup développé. À l'époque, il y avait 5 millions de personnes dans le monde qui créent leur emploi ainsi. Aujourd'hui, on est à 500 millions. Mais comment est venue cette idée? Toujours en observant? Elle est venue du fait que je m'étais beaucoup indigné d'une situation tragique au Bangladesh, où il y avait eu des inondations épouvantables.
Et j'avais été, avec l'accord de François Mitterrand, puisque j'étais encore à l'Élysée, voir ce qu'on pouvait faire pour lutter contre ces inondations. Et au hasard d'une rencontre annexe à ce voyage, j'avais rencontré un jeune professeur d'économie qui subventionnait avec son propre argent des femmes qui travaillaient à cela. C'était Mohamed Younous, qui était à l'époque totalement inconnu. On est devenus très amis et ça a donné la suite. Et donc un travail avec beaucoup de gens dans le monde, mais là aussi vous avez bâti pierre par pierre. Je me souviens au début, il y avait quelques personnes qui s'en occupaient, Jacques Attali. Ça reste une petite organisation, toute petite, mais ça reste une organisation qui a aidé, à l'heure où nous parlons, plus de 11 millions de familles à sortir de la pauvreté. Et notamment en France, je crois que dans les zones prioritaires, vous luttez contre le chômage. Nous avons des bureaux dans une quarantaine de quartiers, dans les quartiers difficiles, où nous aidons les plus défavorisés à retrouver confiance en eux, à créer, à élaborer, à mettre au point un projet d'entreprise et à le réussir. Et tout en travaillant à d'autres choses. Vous parliez de cette histoire de l'alimentation qui vient de sortir. Là aussi, c'est un sujet sur lequel vous ne vous attendez pas, Jacques Attali. Ça fait partie de la série des histoires longues que j'ai écrit. Et comme j'ai écrit une histoire de la mer ou une histoire de l'amour, j'ai voulu prendre ce sujet qui est absolument central, puisque tout revient à l'alimentation. L'espèce humaine s'est construite autour de la façon dont elle a organisé son alimentation. Et aujourd'hui encore, le fait qu'on passe de moins en moins de temps dans les repas est un signe très inquiétant de l'évolution de nos sociétés. Vous passez peu de temps vous-même dans les repas. Je passe trop peu de temps, mais je pense que c'est un gros défaut et qu'une grande bataille de demain sera de passer plus de temps à se nourrir, de consacrer plus d'argent à se nourrir et de considérer que le temps qu'on passe à se nourrir et à parler pendant les repas est un élément essentiel de la civilisation. Oui, mais comme vous faites une synthèse très vite, vous assimilez beaucoup plus de choses que les autres en parlant pendant un court repas. Non, je pense que traîner, prendre son temps, errer, écouter, vagabonder, c'est essentiel. Oui, mais c'est un rêve que vous n'accomplirez sans doute jamais, Jacques Attali. Si, plus que vous ne croyez. Oui. Mais alors finalement, tout ce travail, toute cette passion, vous avez sans arrêt des sujets pour les années à venir? J'en ai sûrement plus que du temps qui m'en reste. Oui, mais est-ce que vous dites toujours que vous pouvez faire plusieurs choses dans une vie parce que vous ne serez pas réincarné? Oui, c'est pour ça que j'ai voulu être chef d'orchestre, parce que je ne suis pas sûr d'être réincarné et de l'être dans une autre vie. Est-ce qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas faites et dont vous avez envie? Une chose que j'ai pas faite et que je ne ferai jamais, c'est d'être une femme. Oui. Donc ça, je le ferai pas. Mais il y a des choses que je n'ai pas fait et que je rêverais de faire, mais ça, j'essaierai de le faire. On verra après. Je viendrai vous en reparler. Voilà. Et vous aviez rêvé, je crois, si François Mitterrand ne vous avait pas appelé d'être professeur à l'université de Stanford, vous regrettez de ne pas l'avoir fait, Jacques Attali? Oui, ça fait partie une vie universitaire pure. C'était une vie assez confortable qui aurait pu me plaire à certains moments. Vous ne la regrettez pas? Non, je regarde toujours devant. Oui, justement, vous ne pensez toujours aux générations futures. Je regarde toujours devant. Et ça continuera ainsi? Inch'Allah. Souhaitons-le. En tout cas, je rappelle que cette semaine du cinéma positif, c'est à Cannes, du 16 au 19 mai. Il y a aussi cette histoire de l'alimentation qui est sortie chez Fayard, que je recommande à celles et ceux à qui manque un ou deux livres de Jacques Attali, ce qui remplissent une bibliothèque entière. Merci d'avoir pris le temps de venir dans la série. Merci. Merci beaucoup. Et puis vous revenez quand vous voulez sur Sud Radio. Merci Jacques. Vous êtes ici chez vous. Merci Jacques. Merci à vous, Jacques Attali. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaye. Ensuite, on retrouvera Trina Magdine. Ensuite, ce seront les vraies voix de Sud Radio avec Christophe Bordet, Philippe David et toute la troupe. Et nous, on se retrouve demain à 13h pour d'autres clés d'une vie. Merci, bonne journée, à demain.